peux avoir juste un clap à la caméra, s'il te plaît. Magnifique, merci. Bonjour Nicolas. Vas-y Anna, mais ça je peux. Bonjour Antoine. Nicolas, c'est quoi ton livre de chevet en ce moment? Je relis la biographie de Bruce Springsteen. Avant la sortie de son film au cinéma, je me suis remis dedans. Okay. C'est quoi ton rapport à la musique? Au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors on parle de temps en temps d'équilibre émotionnel et ça me permet déjà de me canaliser et puis ça me permet aussi de me projeter sur des situations. Il y a des musiques qui déclenchent des idées. Inconsciemment, c'est une méthodologie de travail que j'ai mis en place il y a longtemps sans y faire attention. Et je m'aperçois aujourd'hui que c'est quelque chose qui est important pour moi d'être accompagné très tôt le matin par de la musique. Toujours de la musique? Toujours de la musique, ouais, effectivement. Et comment tu fais ces choix de musique? Il y a des musiques qui correspondent à des temps. Alors, généralement, ça tourne un peu en boucle. Il y a beaucoup de Bruce Springsteen, de Ben Harper, et j'écoute aussi beaucoup Goldman. C'est un artiste qui m'a accompagné toute ma vie. Même Le Sentiment, de temps en temps, qui fait presque partie pas de ma famille, mais de mon quotidien depuis l'adolescence, parce que c'est un artiste que j'ai vu une quinzaine de fois sur scène, et j'ai eu la chance de voir son dernier concert à Bordeaux au début des années 2000. Je ne savais pas que c'était son dernier, mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et au fil des humeurs, des playlists peuvent changer, mais généralement, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Une chanson de Goldman que tu préfères? C'est très difficile, hein, mais j'aime beaucoup On ira. Et Puisque tu pars, c'est quand on part de chez soi depuis une dizaine d'années, c'est la première chanson que je mets sur ma playlist quand je prends la route. Et Puisque tu pars, c'est dans les moments un peu plus mélancoliques ou un peu plus nostalgiques où je m'écoute ce genre de chansons. Quand on a un peu le blues, ça permet de s'enfoncer encore plus. Il est comment l'homme Nicolas Houssaye, pas le coach, l'homme? C'est assez difficile, hein. Il faudrait demander à ma psychanalyste qui m'a suivi pendant 5 ans, mais je sais qu'on peut dire de moi que je suis quelqu'un d'ouvert, qui est dans l'empathie, qui parle facilement, qui communique facilement, mais je communique facilement parce que je prends des longs moments de solitude et des longs moments de pause où, quand je suis seul, évidemment, je ne parle pas, et donc c'est peut-être une sorte de protection pour, de temps en temps, masquer mon mal-être, masquer mes névroses ou masquer mes angoisses. Ton rapport à la solitude? Il est de plus en plus important. Il fait presque partie de mon équilibre aujourd'hui. La solitude est un piège, parce qu'on peut y prendre goût. Et donc, au vu du métier que j'exerce, le fait d'être toujours au contact des joueurs, du staff, donc on parle beaucoup, on a beaucoup de responsabilités par rapport au contenu du travail et par rapport à un groupe qui est assez important. Donc le fait de me retrouver seul le soir ou le matin très tôt, ça me permet quelque part d'équilibrer un peu. Et est-ce que tu considères être un homme accompli aujourd'hui? Oui, j'estime être un homme accompli, pas par rapport à mon métier, mais par rapport plus à ma situation personnelle et à mon rôle de père de famille. Alors j'ai qu'une fille qui fait des études très difficiles, et donc je me sens un homme accompli parce que je la vois se développer et être déterminée dans ce qu'elle fait. Et pour un père ou pour une mère, c'est la plus grande des fiertés, c'est de voir son enfant être épanoui et savoir où il va aller. Si on parle de la parentalité, est-ce qu'on peut trouver des similitudes avec ton rôle de coach et notamment de jeunes joueurs? Ouais, il peut y avoir des similitudes, même si y a quelque chose d'important quand on est dans la prise de décision, c'est qu'il faut faire en sorte de lever l'affect qu'on peut avoir quand on nomme 18 joueurs dans un groupe ou 11 garçons qui vont débuter un match. Mais je pars du principe que quand on est coach, moi je vois la chose comme ça, il faut aimer son groupe et aimer ses joueurs.
Donc il y a des personnalités différentes, il y a des âges différents, même si en l'occurrence là on parle d'un groupe très jeune. Et c'est quelque chose de naturel d'avoir de l'affection pour eux en tant que joueurs, mais en tant que jeune homme ou en tant qu'homme. On prend l'exemple le dernier exemple en date, c'est notre capitaine Jean Ruiz qui a eu le bonheur d'être papa ce week-end. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir parce que c'est son premier enfant. Et c'est beau de voir des garçons avec qui on travaille depuis 3 ans changer, évoluer, atteindre la maturité et devenir papa, quoi. Donc c'est important d'avoir de l'empathie pour ces joueurs. 3 ans, tu l'as dit, 3 ans dans le même club. Oui. C'est une nouveauté pour toi? Je l'avais fait à Châteauroux. À l'instant T, c'est le club où j'ai passé le plus de temps. Mais j'ai pas fini ma 3e saison, donc j'espère de tout cœur la finir au Pau FC. J'espère aussi. Tu peux un peu nous parler de cette année, de cette saison, de ce groupe. Si je suis plus précis dans ma question, qu'est-ce qui est différent des autres groupes que tu as eu depuis que tu es arrivé au Pau FC, depuis que tu coaches? La particularité cette saison, c'est qu'il y a eu de longues discussions en fin de saison pour repartir sur un nouveau projet qui a été dicté par l'aspect financier, c'est-à-dire la réduction drastique des droits TV, une politique sportive mise en place par notre président et Louis, avec la volonté de rajeunir l'effectif et de faire en sorte de réduire aussi la masse salariale et les dépenses de notre équipe première et en général les dépenses du club. Donc à partir du moment où on a été raccord par rapport au profil de joueurs recherchés, on a fait signer des joueurs et on a constitué un effectif qu'on imaginait au mois de juin. Alors après, je parle de la constitution, je ne parle pas de la performance. Aujourd'hui, il s'avère que notre début de saison est plutôt positif avec des résultats qui sont bons puisqu'on a fait 9 journées, on a 20 points, donc c'est quelque chose de très bien. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de pérenniser ce seuil de performance. On sait que l'équilibre est fragile. Je sens que le groupe est heureux d'être ensemble. Donc on entend souvent ça, le groupe vit bien ensemble. On verra si dans la saison, des moments un peu plus tumultueux, avec des moments un peu plus de tempête, on sera vraiment fort là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pris la semaine dernière, on était en trêve internationale et les joueurs ont partagé beaucoup de choses durant cette semaine. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait des tournois de PlayStation et je leur ai dit simplement que c'était important de cimenter ce groupe, mais il faut que ça soit du ciment, il ne faut pas que ce soit du sable. Parce que s'il y a de l'orage, le ciment ça tient et le sable ça se dissout. Donc on verra dans des moments un peu plus anxiogènes notre capacité mentale et notre capacité à performer dans des situations un peu plus délicates, mais faisons en sorte de continuer à être performants, faisons en sorte de proposer des contenus de valeur pour encore une fois aller chercher ce qu'il y a de plus important pour nous, gagner des matchs. Et demain c'est loin? Et demain c'est très loin. C'est marqué sur mon avant-bras. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, voilà. Ouais. Ayam, qui est un groupe de Marseille? Ouais. Marseille, tu peux nous parler de ta relation à Marseille? On sait qu'elle est forte, tu en parles. Ouais, elle est très forte comme tous les gens qui sont nés là-bas. Après, un combat que j'ai abandonné, c'est la caricature. C'est-à-dire que très souvent, quand je communique, l'accent est mis en avant. C'est quelque chose qui revient irrémédiablement. Il y a une espèce de cliché de ma ville et des gens qui peuplent ma ville. Mais il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a vu émerger beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui ont été importants. Marcel Pagnol, Jean Genot, le groupe Ayam, Marcel Ruffo, le pédopsychiatre, certainement le meilleur pédopsychiatre qui existe. Et donc, il ne faut pas simplement minimiser la population marseillaise avec l'OM. Bien sûr que c'est une entité importante, mais à Marseille, il y a des gens de valeur, il y a une population qui est mélangée. On a beaucoup de communautés et la richesse des gens qui sont nés à Marseille, c'est de pouvoir se fondre dans ces communautés et en tirer le meilleur. Voilà. Et le meilleur exemple, c'est ma période à Consola où
à cette époque-là, on parlait beaucoup de Marseille, des quartiers nord, sur les règlements de compte, sur le narcotrafic. Et nous, notre petite parenthèse de 2 ans, ça a permis simplement de valoriser la cité Consolat, qui est une cité au milieu des quartiers nord, et de mettre en avant la possibilité de pouvoir sortir d'un contexte socio-économique très difficile par le sport, par les études. Et il y a des jeunes Marseillais qui sont brillantissimes, et ça serait bien de temps en temps qu'on mette en avant le rôle important que peut avoir cette ville à travers sa population. Bien sûr, c'est une ville qui est passionnante, et moi le premier, comme dans toute passion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de haine. Donc de temps en temps, j'ai un peu de mal à y rester. C'est vrai que c'est une ville qui va très vite, ou qui est très chaude, mais c'est une ville que j'adore. Et tu peux nous parler de ton rapport au Stade Vélodrome ? Oui, c'est un endroit où j'ai grandi, quoi. En gros, de par ma famille, faut savoir. Enfin, on ne portait pas le même nom, mais mon grand-père a été président de l'OM pendant 6 mois. En 81, au moment où le club était en dépôt de bilan, c'est les jeunes du centre de formation qui ont terminé la saison et qui ont permis à l'OM de rester en Ligue 2. Mon grand-père était à l'époque président de l'association, et il s'est retrouvé parachuté comme président de l'OM pendant 4 ou 6 mois, je ne me rappelle plus exactement. Et j'avais 7 ans à cette époque-là, et donc j'ai grandi dans les travées du Stade Vélodrome. En gros, quand on me pose la question, quelle est l'équipe qui t'a marqué le plus dans ta vie, moi, l'équipe qui est dans mon cœur, c'est les Minots. Voilà, c'est ces jeunes du centre de formation qui ont permis à l'OM d'être sauvés, et qui ont permis ensuite l'arrivée de Bernard Tapie et des années glorieuses. Donc c'est une équipe qui reste profondément ancrée en moi-même, et d'une parce que j'avais 7 ans, et de 2 parce que j'ai eu la chance d'assister à ces fameux 7 derniers matchs qui ont permis à Marseille de se maintenir en Ligue 2. Tu te rappelles de nom de joueurs de cette époque ? De cette époque, je peux te dire l'équipe entière, quoi. Les plus connus sont José Anigo, Éric Dimeco, qui était un peu plus jeune, mais Michel Floss, Jean-Yves Francini, Thierry Chancel, Marc Pascal, Marc Lévy, que vous avez eu au POFC. C'est des joueurs qui étaient pour moi des idoles du haut de mes 7 ans, quoi. Et j'ai plaisir à les croiser de temps en temps. Voilà, c'est des gens qui sont bien sûr plus âgés que moi, mais j'ai un profond respect et une profonde affection pour cette équipe des Minots, comme tous les Marseillais qui ont connu ces heures très difficiles pour Marseille, enfin pour l'OM. Je trouve que tu parles de ton rapport au foot à Marseille avec un certain romantisme. Ouais. Est-ce que tu as retrouvé ce romantisme en Béarn ? Bien sûr que c'est différent. Après, dès le départ, quand je suis arrivé ici, j'ai senti une énergie pas qui me correspondait, mais je sentais une bonne énergie. C'est-à-dire que j'ai souvent fait le parallèle entre mes 2 derniers clubs de Ligue 2, le POFC et le Nîmes Olympique. Quand je suis arrivé au Nîmes Olympique, c'était un club qui était sur la pente descendante, avec un climat anxiogène, des prises de décision qui n'étaient pas forcément cohérente, arrêter de faire de la formation, une cassure entre les groupes de supporters et la direction. Alors que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans un club qui était en pleine structuration, qui découvrait le monde pro. Il y avait cette espèce d'insouciance. On parle souvent de notre groupe de jeunes, on parle souvent de leur insouciance. J'ai senti ça quand je suis arrivé au POFC, c'est-à-dire l'envie d'être dynamique, d'avancer à son rythme, parce que c'est jamais évident de mettre en place des projets, ne serait-ce que sur le plan financier, mais les choses avancent, et une nouvelle tribune va voir le jour, enfin a vu le jour, et on attend les premiers supporters qui vont la garnir. On a un terrain d'entraînement, même si aujourd'hui on a eu quelques difficultés, on a eu la chance d'avoir un terrain hybride maintenant depuis 8 mois, un terrain synthétique qui voit le jour, la volonté de notre président et de notre directeur sportif de faire de la formation, donc c'est des leviers qui sont importants pour l'entraîneur que je suis, même si aujourd'hui mon rôle et le rôle le plus important que je puisse avoir, c'est de faire en sorte que l'équipe première ait des résultats, quoi. C'est ma feuille de route, c'est ça. Et ça sera toujours la locomotive du club de toute façon. Ouais, c'est faire en sorte que la vitrine soit belle,
par rapport aux résultats de l'équipe première, pérenniser le club dans le monde pro, parce qu'on sait que c'est un sport très concurrentiel. Quand on voit les équipes de nationales qui composent ce groupe avec Valenciennes, Sochaux, je ne vais pas dire toutes les équipes, mais il y a des équipes en nationale de très haut niveau. Et nous, on n'a pas la chance, on se donne les moyens aujourd'hui de rester en Ligue 2. Et l'idée, c'est de pouvoir pérenniser ce club dans le monde pro et de faire en sorte que l'arrière-boutique, c'est-à-dire l'association et nos clubs de jeunes, puissent progresser, puissent atteindre nos 16 ans, puissent monter en 17 nationaux, pour pouvoir faire de la formation de cadre d'abord avec nos éducateurs. Et donc il y a une vraie locomotive et une vraie dynamique dans ce club-là. Tu peux nous parler de ton rapport à la philosophie ? Je peux m'allonger ? La philosophie, pas la psychologie. Non, je sais que tu aimes la philosophie, qu'en tout cas ça t'intéresse. Ouais, j'aime bien la philosophie. Enfin, après, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas eu de scolarité. C'est-à-dire que j'étais un très mauvais élève. J'ai arrêté l'école très tôt, en 3e. J'étais un garçon dissipé. Et c'est le football. Albert Camus le résume très bien. Tout ce que j'ai, je le dois au football. C'est-à-dire mon épanouissement professionnel, mais aussi la faculté d'ouvrir un livre. C'est grâce au football que je l'ai fait dans un premier temps. Le premier livre que j'ai lu de A à Z, j'avais 18 ans, c'était L'Alchimiste, en partant de déplacement avec la 3e division de Marseille. Et c'est grâce au football que je me suis intéressé au football et aussi à mon éducation familiale, qui m'ont permis d'être intéressé par pas forcément ce qui se passe sur des terrains de foot, mais ce qui se passe en dehors, d'avoir une conscience, d'être curieux. La philosophie, c'est quelque chose que je trouve très bien. Alors après, il faut la mettre en pratique, c'est jamais évident. La psychologie m'intéresse énormément aussi. L'épanouissement d'un joueur, pour qu'un joueur soit épanoui, il faut qu'il soit épanoui en tant qu'homme. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, pas je travaille, mais c'est quelque chose pour lesquelles j'ai un grand intérêt. Et l'idée, c'est de pouvoir progresser aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme, tout simplement. Et le fait de vieillir, d'acquérir de l'expérience, ça permet d'être un peu plus posé. Et c'est surtout savoir ce qu'on ne veut pas. Voilà. Alors je ne sais pas toujours ce que je veux, mais je sais déjà ce que je ne veux pas. Et donc c'est important de mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce que tu veux pas ? Ne pas être épanoui à l'endroit où je travaille. C'est-à-dire, le jour où tu es atteint de lassitude, où tu n'as plus ce feu en toi l'enthousiasme. Si moi je perds mon enthousiasme, je sais que je ne serai pas performant dans mon travail. Donc aujourd'hui, j'ai le même enthousiasme aujourd'hui que quand je suis arrivé au club, de par les challenges sportifs, de par l'excitation que peut procurer la compétition, les matchs de compétition. Donc tant que je suis en phase avec ça et je suis en phase avec moi-même, je suis très heureux et très honoré d'être à la place où je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que Nicolas Houzaille, sans foot, aujourd'hui, tu ne pourrais pas l'imaginer ? Je me suis construit en tant qu'homme grâce au football. Donc je sais que ça peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraîneurs sur le marché, il y a très peu de place dans le monde pro, sans inclure le national qu'on pourrait inclure dans le monde professionnel. Il n'y a que 36 clubs, il y a beaucoup d'entraîneurs, donc c'est un marché très concurrentiel. Durer dans ce métier, c'est un challenge. Et donc, tu disais tout à l'heure, demain c'est loin, demain c'est loin, et Carpe Diem c'est important aussi. Fondamental. Et quand tu parles de psychologie, on parle souvent d'une entre guillemets nouvelle génération de joueurs. C'est notamment les jeunes joueurs que tu as aujourd'hui dans ton effectif, qui ont grandi dans un monde différent. Alors de ta génération, même de la nôtre, les trentenaires entre guillemets, c'est une génération qui a beaucoup vécu avec le digital, les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens qu'il y a une approche de la vie qui est différente ? Ouais. Alors pas une approche de la vie, mais moi en tant que responsable d'un groupe et d'une équipe, il y a des façons de travailler qui sont un peu différentes. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, sur la vidéo. La vidéo, je sens aujourd'hui que les montages vidéo faits en individuel sont très impactants pour eux. Donc, depuis cette saison, même l'année dernière, on fait en sorte de faire des montages individuels assez souvent.
les joueurs ont un peu plus de mal à être apostrophés ou critiqués quand ils sont en groupe. Donc il faut être... En gros, il faut tout simplement s'intéresser à la nouvelle génération, comprendre leur code, comprendre leur manière de fonctionner, ne pas être dans le jugement, et faire en sorte de prendre en compte cet environnement et cette façon de fonctionner. J'en parlais tout à l'heure avec des éducateurs qui sont en formation et qui sont venus assister à la séance. On a tous le réflexe, j'ai l'impression que c'est un réflexe, de dire c'était mieux avant. Moi, je pars du principe que c'est mieux aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour être en phase avec ça, il faut comprendre les jeunes et faire en sorte, alors pas de se mettre à leur niveau, mais de comprendre. Le téléphone aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes. Donc si on fait un combat contre les téléphones portables, c'est un combat perdu d'avance. Donc c'est se mettre à leur niveau, connaître leur code, mais aussi être dans la transmission et leur transmettre des valeurs qui sont importantes en tant qu'homme. Voilà. Donc nous, le Pau FC, on a envie de véhiculer certaines valeurs. Mais je pense que les valeurs qu'on a envie de véhiculer, tous les clubs ont envie de les véhiculer. Quand on parle d'humilité, c'est quelque chose, j'ai jamais entendu un club de dire nous on n'est pas dans l'humilité, on s'en fout d'humilité. C'est quelque chose d'important, mais il faut le mettre en corrélation avec les attitudes qu'on peut avoir et les prises de décision qu'on peut avoir. Moi en tant que coach, le président en tant que président, le directeur sportif en tant que directeur sportif, voilà, et notre façon de communiquer au club est importante. On est dans un club dynamique. On parle souvent du groupe très jeune. Moi, je mets en avant le groupe, mais je mets aussi en avant la jeunesse de tout ce qui entoure notre groupe. Notre service com, où en gros, ils sont derrière nous, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Le staff technique aujourd'hui, où on peut parler de Joao, qui fait partie intégrante du staff technique, qui a 21 ans et qui a la responsabilité de réserver, d'aller en dépassement, de remplir des feuilles de match. À 21 ans, c'est une grosse responsabilité. Aujourd'hui, Yann Valo, on peut le considérer presque comme un ancien alors qu'il a 27 ans. On a Léo Gilly qui nous a rejoint, qui a 18 ans. On a nos deux prépas physiques, Léo et Théo, qui ont 20 ans et qui sont en formation à la fac. Et donc, ça permet aussi d'être dynamique et d'avoir beaucoup d'enthousiasme autour de nous. Donc il y a un staff technique avec Thibaut, avec Pierre et avec Babic, mais autour de nous, il y a beaucoup de jeunesse, donc beaucoup d'insouciance, beaucoup d'enthousiasme, et donc l'idée c'est de pouvoir coller avec ça, et je trouve que c'est très enrichissant et très... ça permet aussi à l'homme que je suis de continuer à être en phase avec ce que j'ai envie de faire, et je trouve ça je trouve ça très bien. Est-ce que c'est les ingrédients du succès ou c'est trop facile de dire ça? C'est pas les ingrédients du succès, parce que en gros on fonctionne comme ça parce qu'on n'a pas des moyens illimités, parce qu'on aurait des moyens beaucoup plus importants. Peut-être que les jeunes stagiaires qui nous rendent service aujourd'hui, on aurait des gars qui pourraient avoir de l'expérience avec un vécu, et donc l'idée c'est que ce que je disais au staff en début d'année, ou ce qu'on peut se dire entre nous, chaque difficulté c'est une opportunité de trouver des idées et de faire en sorte d'intégrer des jeunes, mais des jeunes qui sont passionnés et qui sont heureux d'être là. Donc s'adapter. Exactement. Ouais, exactement. Quand je disais ce que c'était la rançon du succès, c'est que je suis obligé de le corréler au début de saison et de dire que on peut dire que c'est un épiphénomène, et ça l'est peut-être, mais on peut aussi dire que ce qui se passe cette année, c'est pour l'instant, et je mets demain c'est loin, une réussite, parce que entre les ambitions du début de saison et les 9 premiers matchs, on n'est peut-être pas au même curseur, alors peut-être ça c'est à discuter, mais est-ce que toi tu arrives à identifier les clés de ce succès actuel, tout en sachant, tu l'as dit, que c'était peut-être... Les ingrédients, ils ne sont pas forcément différents que ce qu'on a mis en place l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a un mot qui est important et que les joueurs qui étaient avec nous il y a 2 ans ont souvent entendu, c'est l'unité. Quand on parle d'unité dans le staff, dans le groupe, dans le club. Et donc c'est quelque chose vraiment de primordial à la réussite. On est dans un club de Ligue 2 où on a certainement peut-être le moins de salariés par rapport aux autres entités. Donc, si on a un effectif réduit, ou peut-être de temps en temps un peu en sous-effectif, il faut faire en sorte que tous les gens qui collaborent aient un supplément de fonction.
Et ça, c'est important. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être en phase et d'être dans une période, peut-être en ce moment, de réussite. Le dernier exemple que je peux donner, il y a un jeune garçon qui s'appelle Théo, qui travaille au service commercial. Et donc, on est parti à Rodez le jeudi. On dormait à l'hôtel. Et quand on est arrivé à Rodez, Jean Ruiz, notre capitaine, vient me voir et me dit « Coach, ma femme est à l'hôpital, elle va accoucher. » Et donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler Théo, de lui dire « Il faut que tu prennes avec toi Sherfal, que tu montes en voiture et que tu fasses en sorte que la voiture soit disponible pour Jean Ruiz s'il doit descendre dans la nuit. » Et ces deux garçons, c'est-à-dire Sherfal et Théo, sont arrivés 5 heures après, ils étaient à l'hôtel. Et donc, c'est mettre en avant la réactivité de ce garçon-là, qui n'est pas forcément quelqu'un du staff technique, mais ça permet de créer du lien. Donc aujourd'hui, que ça soit à la com, que ça soit au service commercial, ils sont tous en capacité, on se connaît tous très bien maintenant. Et donc, je peux demander à Flo, qui tient la caméra aujourd'hui, d'aider Joao à faire un vestiaire en déplacement, à Théo pareil. Et donc, c'est ce qui fait aussi le fait que c'est des jeunes gens qui se sentent valorisés, et c'est important de les valoriser, qui soient importants dans les rouages d'un fonctionnement d'un club, et le plaisir qu'on peut prendre ensemble quand on est réunis, quoi, voilà. Il y a les moments de match, les moments de compétition, et puis il y a des moments en dehors qui nous permettent aussi de créer des liens. Et aujourd'hui, quand je vois que je suis peut-être le plus vieux, alors avec Louis on a le même âge, avec notre directeur sportif on a le même âge, le président c'est notre patriarche, mais on fait partie des plus anciens, et on s'aperçoit que c'est une chance de travailler avec des jeunes qui sont dynamiques, investis et enthousiastes à l'idée de faire avancer le POFC. Est-ce que c'est un club différent, le POFC ? C'est un club différent comme les autres clubs. Tous les clubs sont différents. Donc, il y a l'environnement, il y a les gens qui y travaillent, il y a le patrimoine, c'est-à-dire l'histoire du club, la prise de fonction du président en 95, les années nationales, les années CFA, la montée, l'année du Covid où c'est une montée surprise, et puis notre 6e saison. Donc, chaque club, de par son expérience, de par son vécu et de par sa trajectoire, tous les clubs sont différents. Donc, en tout cas, aujourd'hui, dans ce club-là, je m'y sens bien. C'est quoi ton film préféré, si tu devais en citer un ? Il était une fois en Amérique. Tu peux nous dire juste pourquoi rapidement ? C'est un film que j'ai vu en boucle. Alors la trilogie Était une fois en Amérique, La Révolution et Il était une fois dans l'Ouest, c'est des films que j'ai souvent vus. Mais Il était une fois en Amérique, pour moi, c'est un film que je regarde peut-être une fois par an. C'est un film qui est très mélancolique. Voilà, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui dure dans la version longue pratiquement 3h45, une masterclass de Robert De Niro, une histoire d'amitié qui évolue au fil des années, dans les années de la Prohibition, et je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un film qui me touche à chaque fois que je le regarde, c'est un film qui me secoue, quoi, voilà. Où on va ? Je sais pas où on va, mais en tout cas on y va. Ah, non, ça, vous n'allez pas le passer, les gars, sur Instagram, là. C'est trop long. Hein.